Au même titre que les actions, les obligations sont des actifs boursiers négociables en bourse par n'importe quel investisseur français. Les obligations représentent plus de 60% des actifs boursiers et sont donc plus représentées que les actions. En France, l'encours de la dette négociable représente tout de même plus de 2000 milliards d'euros contre 1800 milliards pour les actions qui constituent le CAC 40. Pourtant, ces actifs sont très peu populaires, principalement car elles sont plutôt méconnues des investisseurs. Une obligation, c'est une dette financière. Au contraire d'un prêt à la banque, c'est vous qui êtes le créancier lorsque vous achetez une obligation, et c'est donc également vous qui recevez les intérêts. De la même façon que pour les actions, les obligations servent à financer les projets de l'entreprise ou de l'État qui les émet. C'est l'entreprise qui fait le choix de son financement, soit par les actions, soit par les obligations. L'État ne peut pas émettre des actions et doit donc lever des fonds via les obligations s'il veut se financer au-delà de ses recettes. Même si les deux servent à lever des fonds, les différences entre les actions et les obligations sont importantes. Vous pouvez voir ces différences sur ce tableau. Pour simplifier, chaque obligation est constituée de 3 paramètres. Le taux d'intérêt, qu'on appelle aussi un coupon, la valeur de l'obligation, qu'on appelle aussi le nominal, et le temps de prêt, qu'on appelle aussi la maturité. Lorsque vous achetez une obligation, vous prêtez une certaine somme d'argent que l'émetteur doit vous rembourser à l'échéance. C'est ce qu'on appelle le nominal. Entre le début et l'échéance, aussi appelée la maturité de l'obligation, l'émetteur vous verse des intérêts qui sont aussi appelés des coupons. Prenons l'exemple d'une obligation achetée à 1000 €, avec un taux d'intérêt de 2% et une échéance fixée à 10 ans. Dans ce cas, l'obligation vous verse 20 € d'intérêt tous les ans pendant les 10 prochaines années. Puis à la fin des 10 ans, les 1000 € que vous aviez prêtés vous sont remboursés. Vous l'aurez compris, le rendement d'une obligation est donc connu et est fixé sous la forme d'intérêt. Ces mêmes taux d'intérêt sont définis en fonction de plusieurs critères, dont la durée du prêt, ainsi que la note de créance attribuée par une agence de notation reconnue. Chaque émetteur d'obligations possède une note décernée par les agences de notation qui évalue le risque d'insolvabilité, c'est-à-dire le risque que l'émetteur ne puisse pas rembourser sa dette à l'échéance. Une note très élevée, comme par exemple le fameux AAA, indique un risque très faible de non-remboursement et est donc décernée aux États des pays développés. En revanche, une note très basse indique un risque de défaut de remboursement très élevé. Afin que les investisseurs soient tout de même intéressés par un tel risque, les taux d'intérêt sont plus élevés. Généralement, plus la maturité de l'obligation est longue et plus les taux d'intérêt sont élevés. Et au contraire, plus la note de créance est élevée et plus les taux d'intérêt sont faibles. Il est possible de revendre une obligation avant la fin de sa maturité sur le marché secondaire, c'est-à-dire le marché de l'occasion. Le prix de l'obligation dépend alors de la popularité de l'obligation, qui est elle-même indirectement définie par les taux directeurs du marché fournis par la BCE. Si ces taux diminuent, alors le prix de l'obligation augmente et inversement. Peu importe le prix d'achat ou de vente des obligations, à la fin c'est toujours le nominal, c'est-à-dire la valeur initiale, qui est remboursée et rien d'autre. Il existe plusieurs types d'obligations. Comme nous venons de le voir, il existe des obligations d'État, mais aussi des obligations d'entreprise. Généralement, ces deux types d'obligations sont similaires, mais elles sont aussi un peu différentes par le risque qui leur est associé. En effet, une obligation d'État est souvent moins risquée que celle d'une entreprise qui a plus de chances de faire faillite. Cependant, il existe des exceptions, comme par exemple les obligations des pays émergents, comme le Brésil, le Nigeria, la Thaïlande, etc., qui sont plus risquées à cause de la faible fiabilité de leur remboursement. Ces mêmes obligations sont généralement plus rentables que celles d'un pays développé. De plus, les obligations sont réparties par maturité, en particulier lorsqu'elles sont regroupées au sein d'ETF obligataires. Certains ETF affichent des maturités courtes allant de 0 à 5 ans, tandis que d'autres ont des maturités dépassant les 25 ans. Enfin, il existe également des obligations dont l'objectif est d'être indexées sur l'inflation. Ces obligations s'adaptent à l'inflation en cours dans le pays et ajustent leur taux d'intérêt en conséquence. Lorsque l'inflation augmente, les taux d'intérêt augmentent également et inversement. De telles obligations n'affichent pas des rendements importants, mais assurent une grande sécurité. Les obligations sont les actifs les plus échangés en bourse à travers le monde. Pourtant, il ne s'agit pas de l'actif le plus rentable, car la palme revient aux actions. Alors dans ce cas, pourquoi investir dans les obligations ? La réponse réside dans leur utilité. En effet, les obligations ne sont généralement pas utilisées pour leur rendement, mais plutôt pour leur niveau de risque plus faible que celui des autres actifs. Lorsque la note de créance de l'émetteur d'une obligation est bonne, et que la maturité de l'obligation est courte, le risque de non-remboursement est très faible, c'est-à-dire que l'argent prêté a plus de chances d'être rendu à son propriétaire. De plus, la variation des prix d'une telle obligation est mineure, ce qui en fait un placement idéal pour protéger son argent tout en gagnant un minimum. Bien évidemment, le risque n'est pas égal d'une obligation à l'autre. Celles de moins bonne qualité, c'est-à-dire les moins bien notées, et celles de maturité plus longue sont les plus risquées. En contrepartie, le rendement est plus élevé. Les obligations dont la maturité est très longue ont un risque se rapprochant de celui des actions. Grosso modo, cela veut dire que les obligations de durée courte et de bonne qualité sont adaptées aux objectifs de court terme, tandis que celles de durée plus longue et ou de moins bonne qualité sont plutôt destinées aux objectifs de moyen long terme. Enfin, les obligations n'évoluent pas de la même façon que les autres actifs, qu'il s'agisse d'actions, de matières premières, d'immobilier ou encore d'objets de collection.
Il est donc tout à fait possible que les rendements des actions soient négatifs sur une année, tandis que ceux des obligations soient positifs. Diversifier est une excellente idée qui permet de limiter les variations boursières et donc de réduire les pertes. Par conséquent, ajouter une part d'obligations à vos placements pourrait bien avoir un effet positif sur le rendement sans pour autant augmenter le risque. C'est la magie de la diversification. Tout comme pour les actions, il y a deux façons d'acheter des obligations. À l'unité via une place boursière ou groupée dans un fonds d'investissement actif ou passif. En pratique, l'achat des obligations à l'unité n'est pas aisé. En effet, la plupart des obligations sont vendues à des professionnels comme des gestionnaires de fonds. Elles ne sont donc pas accessibles aux investisseurs particuliers, à l'exception de quelques rares obligations vendues sur le marché secondaire. De plus, les obligations à l'unité sont généralement très onéreuses, ce qui limite ou rend impossible la création d'un portefeuille diversifié selon le budget de l'investisseur. Nous vous conseillons plutôt d'investir dans des ETF obligataires, qui sont des fonds d'investissement qui peuvent être négociés en bourse comme des obligations. Ils ont l'avantage de regrouper des centaines, parfois des milliers d'obligations au sein d'un même placement. Même si le prix d'un ETF obligataire peut varier grandement, il est généralement bien inférieur à celui d'une obligation achetée à l'unité, ce qui facilite leur acquisition. Ces ETF obligataires peuvent être achetés via des courtiers avec des frais très faibles, similaires à ceux des ETF d'actions. Il est bien sûr possible de combiner plusieurs ETF, dont des ETF obligataires, et d'autres contenant des actions pour se constituer un portefeuille. Selon sa construction, un tel portefeuille peut être très bien diversifié et diminuer nettement le risque sur le long terme. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner si vous avez appris quelque chose, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.